Donc je vais te passer la parole. Mesdames et messieurs, monsieur Georges Truc. Bravo. Voilà, je lance le chrono de manière à essayer de respecter le temps qui m'est imparti. À Châteauneuf-du-Pape existent plusieurs familles de terroirs qui sont extrêmement tranchées. Et bien entendu, des intermédiaires au point de contact entre chacun d'entre eux. Une coupe vous a été distribuée qui constitue le support de ce que je vais vous raconter. Alors, première famille de terroirs de Châteauneuf-du-Pape que l'on rencontre dans la partie occidentale de l'espace en question, de l'espace Châteauneuf-du-Pape. Ce sont des calcaires. Vous me direz calcaire, on en trouve partout, c'est vrai, c'est un substrat relativement banal. Ce sont des calcaires du Crétacé à grains très fins, très blancs, qui sont présents et qui ont fait l'objet d'une conquête récente par les vignerons. Quand je dis récente, il y a quelques décennies. En effet, rares étaient les parcelles de vignes installées sur ces calcaires il y a par exemple un demi-siècle. Mais progressivement, les vignerons se sont rendus compte qu'il y avait là un potentiel intéressant et ils ont conquis ces espaces calcaires. Ces calcaires possèdent une autre particularité, ils sont très fracturés. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que passe à Châteauneuf-du-Pape la plus grande faille du sud-est de la France, qui est appelée la faille de Nîmes. Elle prend naissance en Catalogne, traverse le nord-ouest du golfe du Lion, passe à l'est de Nîmes, coupe en deux le territoire de Châteauneuf-du-Pape, s'enfuit en direction des dentelles de Montmirail, continue sa course dans les chaînons subalpins et s'arrête au pied du Pelvoux, au pied de la barre des Écrins. Donc une faille absolument gigantesque qui cisaille la totalité des formations sédimentaires présentes dans notre région. Et bien entendu, cette faille n'est pas un trait de sabre unique, elle possède des satellites qui broient, qui déforment abondamment, plus ou moins abondamment selon les points, les calcaires en question. Alors ces calcaires ne seraient pas du tout des espaces viticoles ou des substrats viticoles s'ils n'avaient pas été recouverts par d'autres formations géologiques qui ont laissé des matériaux descendus progressivement grâce à la percolation de l'eau de pluie dans les fissures de ces calcaires. En sorte qu'aujourd'hui la vigne est au contact, grâce à son système racinaire, de ces calcaires, mais elle va pouvoir puiser de l'eau dans des argiles et des sables fins qui ont envahi les fissures présentes dans les calcaires. Le cheminement d'un système racinaire dans de tels substrats est terriblement long. En effet, le système racinaire descend, trouve une dalle, cherche une fissure, la franchit, trouve une dalle, etc. Un cheminement en zigzag qui fait que la durée du temps de trajet de la sève montante depuis les radicelles jusqu'aux rameaux et jusque dans les baies, c'est un temps tout à fait considérable. Quelle est l'empreinte de ces terroirs calcaires sur les vins ? Sur les vins blancs, il est clair que ces calcaires apportent beaucoup de tension, de minéralité et favorisent aussi l'expression de l'acidité. Sur les vins rouges, la trame tannique est assez serrée, très droite, pas très étalée. Il n'y a pas un grand éventail, un bel éventail de tanins, et les tanins sont un petit peu crétus, pardonnez ce terme qui est un néologisme, mais ils ont de petites aspérités. Si, comme il y a une association qui s'appelle Étoffe des terroirs, on pouvait faire un rapprochement tactile, nous serions là en train de toucher une cotonnade, dont le grain n'est pas rugueux, mais n'est pas celui d'une soierie ou d'un velours. Voilà pour ces calcaires que l'on va retrouver jusqu'au centre de l'AOC Cru Châteauneuf-du-Pape, en particulier au château de Vautieux. Il y a le grand bloc occidental et puis des petits blocs qui émergent ça et là grâce à l'existence de failles bordées. Deuxième grande famille de terroirs, celle des sables qui résultent de l'érosion d'un matériau qu'en Provence on appelle des saves et que les Dauphinois ou les Suisses appelleraient des molasses. De quoi s'agit-il ?
C'est l'époque, fin du tertiaire, où les Alpes commencent à s'élever et où on voit cette chaîne se former. Le couloir rhodanien, corrélativement, s'effondre et la Méditerranée s'engage dans ce couloir, juste dans la région lyonnaise, jusqu'en Suisse. Et la Méditerranée occupe aussi, grâce à cette nouvelle possibilité qu'elle a d'envahir des terres, l'Europe centrale. Elle contourne le sud de la plateforme russe et elle vient se boucler sur la partie orientale de la Méditerranée vers le Bosphore et les Dardanelles. Il reste deux témoignages de cette mer de la fin du tertiaire, la mer Noire et la mer Caspienne, et qui sont des objets quand même, dans la superficie et le volume, sont considérables. Alors imaginez le paysage, le vieux massif central à l'ouest, une jeune chaîne qui se met en place, l'érosion travaille comme une folle, elle griffe cette jeune chaîne alpine, lui arrache des matériaux qui sont confiés à des torrents, lesquels les confient à des rivières, qui viennent sur un trait de côte très ciselé, qui est celui de cette mer de la fin du tertiaire. Et chez nous, cela se traduit par le dépôt d'une abondante sédimentation sableuse, dont les grains sont plus ou moins grossiers. En tout cas, tous les grains de ces sables viennent des Alpes. Quelquefois, au milieu de cette sédimentation sableuse, apparaissent des couches faites de grains très grossiers qui sont riches en débris de coquillages. Et cela donne des grès. Ces grès, nous sommes installés dans cette salle en présence d'affleurements, vous voyez, on les voit stratifiés là, et puis tous les blocs qui constituent le château ont été taillés dans ces grès qui offrent d'excellents matériaux de construction. Et c'est un deuxième et troisième terroir de Châteauneuf-du-Pape. On appelle ça des grès rouges, non pas parce qu'à la cassure la roche est rouge, mais parce qu'en surface les blocs ont été colorés par des argiles dont je vais vous parler maintenant. Les sables de ce tertiaire représentent à Châteauneuf-du-Pape un substrat absolument exceptionnel et un petit peu méconnu. En effet, des millions de photos ont été prises sur la grande terrasse à galets, et quand on dit Châteauneuf-du-Pape, ce sont les galets roulés. C'est l'image choc qui est véhiculée dans tous les sites internet. Oui, mais lorsqu'on examine réellement ce qui se passe dans le détail, on constate que presque 50% des superficies viticoles correspondent à ces dépôts sableux de la fin du tertiaire. Ces dépôts sableux, on va les trouver essentiellement vers la partie orientale, vers le nord. Rayas, Caux du Caillou, La Solitude, voilà des domaines qui sont installés presque entièrement sur ces sables du tertiaire. Impact sur les vins. Nous sommes là sur des matériaux qui vont apporter une trame tannique d'une très très grande finesse, très grande élégance. Ces sables que l'on peut ramasser entre les pieds de vigne et qui coulent entre les doigts sont faits de tout petits grains, sauf les grains grossiers de ces grès que j'ai évoqués, et on va retrouver en toucher de bouche la finesse de ces grains de tanin. Et si je voulais rapprocher cela du toucher tactile sensu stricto, je toucherais un tissu soyeux, non pas caressé, mais que je froisserais entre mes doigts. Un tissu soyeux dont la trame et la chaîne sont d'une infinie élégance, d'une infinie souplesse. Voilà pour l'impact sur les vins. Et cela se traduit en général parfaitement bien sur le cépage Grenache, qui est une pierre de touche révélatrice de cette relation entre le tactile doigt et le tactile toucher de bouche. Sur les grès rouges en question, s'il me fallait évoquer le toucher d'un tissu, ce serait plutôt une toile de jute. Pas une toile très grossière de celle dont on fait les sacs de pommes de terre, mais une toile de jute quand même, un petit peu rugueuse. Les tanins sont entre ceux des calcaires et ceux des sables, en gros. Donc des tanins dont la finesse n'est pas aussi grande que celle des sables eux-mêmes, mais qui quand même sont un petit peu moins crêtus que ceux des calcaires. Enfin, nous abordons la quatrième très grande famille de terroirs, celle des fameux galets roulés.
Alors, cette famille des galets roulés, elle correspond à une terrasse installée dans le Rhône au tout début du Quaternaire, entre 1,8 million et 2 millions d'années. À cette époque-là, lorsque la dernière muraille piercière a disparu, cette terrasse fait l'objet d'un épandage caillouteux colossal, car le Rhin, à cette époque, coule non pas en direction du fossé d'Alsace, mais alimente la Saône, qui est un affluent du Rhône. Donc voilà le Rhône, fleuve Dieu, qui devient fleuve empereur, grâce à la contribution de l'empereur d'Allemagne. Et la capacité de charriage du Rhône devient absolument considérable. On connaît des galets dans la commune de Châteauneuf-du-Pape, dont la plus grande taille est de l'ordre de 50 cm. Il faut des capacités de traction et de déplacement considérables pour que ces galets puissent bouger, se déplacer et se sédimenter. Et cette terrasse, elle va couvrir des centaines de kilomètres carrés. On trouve ces témoignages dans le sud, vers Grignan-les-Adémars à Donzère. On les trouve ici à Châteauneuf-du-Pape, puis à Tavel, l'Irak, et toutes les costières de Nîmes sont constituées des mêmes matériaux. Cette terrasse aurait pu rester banale, c'est-à-dire une accumulation de galets, les uns provenant des granites du Mont Blanc ou du Pelvoux, d'autres des schistes associés à ces mêmes massifs, des calcaires du Vercors, des calcaires de la Grande Chartreuse, des quartzites qui nous viennent du Haut-Briançonnais et de la Tarentaise. Les quartzites sont des matériaux 100% siliceux. Oui, mais voilà, le miracle se produit après la sédimentation. Et c'est un miracle capital pour la naissance du terroir le plus emblématique de Châteauneuf-du-Pape. Que se passe-t-il après la sédimentation? Une puissante altération climatique s'installe. Elle va solubiliser tous les galets calcaires. Et c'est une part non négligeable du stock initial. Les galets calcaires sont solubilisés, la fraction solubilisée passe dans le sous-sol et est évacuée par des nappes. Les galets de granit, de schiste, de micaschiste, de gneiss vont être pris à partie par l'altération et être détruits, démolis, tous, systématiquement. Un granit, dans votre esprit, c'est un matériau inaltérable. On en fait des pierres tombales, des plans de travail dans les cuisines et des plans dans les salles de bain. Pas du tout. Un granit est une roche fragile et rien ne résiste à ce type d'altération. Nous ne sommes pas sous climat tropical humide, mais un climat suffisamment lessivant, c'est-à-dire avec des pluies et un peu de chaleur, pour que l'altération, entretenue par la microflore du sol, hyperactive, joue ce rôle dans l'altération. Alors un granit est constitué, non on ne prend que le granit, pas les autres roches, de 3 minéraux, du quartz, silice pur, très difficile à altérer, à solubiliser, mais surtout 2 silicates d'alumine, pardonnez-moi pour ces termes barbares, des molécules, silice, alumine, qui sont constitutives de 2 familles de minéraux du granit, les feldspaths et les micas. Imaginez que devant un mur existe un échafaudage avec des barreaux verticaux et des barreaux horizontaux. C'est la structure d'un silicate d'alumine. Et dans les cellules déterminées par cet assemblage de barreaux, existent des ions, du potassium, du calcium, du sodium. Voilà ce qu'est un silicate d'alumine. Les micas, même chose. Il y a 2 micas dans les granites en général, des micas blancs et noirs. Le mica noir renferme du potassium, le mica noir, du fer et du magnésium. 2 éléments qui vont jouer un rôle considérable ensuite dans la physiologie de la vie. Eh bien, cet échafaudage, soumis à l'érosion, il va s'effondrer. Et tous les ions qui sont dans les cellules vont être captés et délocalisés, ce qui appauvrit l'échafaudage et contribue à sa ruine. Dame Nature est fantastique. Elle se dit, tiens, j'ai un stock de silice, j'ai un stock d'alumine à ma disposition, je fabrique quelque chose. Et elle va fabriquer des minéraux que là, toutes et tous vous connaissez, des argiles, lesquels, aussitôt constitués, vont s'empresser de reprendre ce que l'altération a réussi à délocaliser. Elles reprennent du potassium, elles reprennent du fer, du magnésium, du manganèse, tous les oligo-éléments métalliques qui peuvent exister et qui traînent par là. Et elles vont bien sûr jouer un rôle capital, tout simplement en favorisant ensuite le stock hydrique,
dont la vigne va se servir. Et c'est une véritable banque, c'est la banque du sous-sol qui est là dans ces argiles. Autrement dit, la vigne va pouvoir se nourrir à la fois d'eau et de tous ces éléments, en particulier pour ce qui concerne la vigne, le potassium, le fer, le magnésium, le manganèse, le vanadium, le lithium, le molybdène, etc. Voilà, l'altération a joué un rôle capital. Si elle n'avait pas existé, la terrasse serait un cailloutis d'une banalité effrayante, une terrasse sèche. Donc, lorsque vous avez cette image de la haute terrasse avec cet épandage de galets, vous pouvez vous demander comment la vigne peut-elle faire pour se nourrir dans ces galets, qui sont les seuls à avoir résisté. Ce sont les galets de quartzite, 100% de silice. Vous grattez un petit peu, au 20 cm, ça suffit. Il suffit de soulever 3-4 galets et vous allez rencontrer ces merveilleuses argiles colorées. Et c'est là, dans ce coffre-fort d'éléments chimiques, que la vigne puise son eau et ses éléments chimiques. Dans un litre de vin de Syrah ou de Grenache, on trouve jusqu'à 700-800 mg de potassium. Lorsqu'on sait que le potassium est essentiel dans la neurotransmission, vous imaginez l'avantage que nous avons à consommer du vin. C'est un anti-Alzheimer garanti, absolument garanti. Donc, nous voilà en présence de cette terrasse extraordinaire. Et que va-t-il lui arriver à cette terrasse? Et j'en finirai avec cela. Elle va être, bien sûr, sujette à l'érosion, puisqu'elle est haute. Elle fait partie des terrasses hautes de la vallée du Rhône. Elle est ici à Châteauneuf, entre 120 et 125 mètres d'altitude. Oui, mais voilà, le Rhône ne va jamais cesser de s'encaisser jusqu'à son niveau actuel à cause du yo-yo des glaciations et des déglaciations du Quaternaire. Pendant les périodes de glaciation, l'océan mondial chute de plusieurs dizaines de mètres. Il peut chuter de 110, 120 mètres. Pourquoi? Parce que des précipitations atmosphériques qui atteignent les terres émergées se restituent très mal vers l'océan, et pour nous vers la Méditerranée. En effet, cette eau est stockée sous forme de neige, de névé et de glace dans les parties en relief. Du coup, eh bien, le niveau océanique baisse. Et le Rhône en particulier, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir un profil d'équilibre, comme tout fleuve normalement constitué. Donc, il voit le trait de côte s'avancer, s'avancer, s'avancer. Il cherche à rétablir son profil d'équilibre et il s'incruste dans son propre lit. Et ce jeu de yo-yo, évidemment, contribue à ce que nous ayons des terrasses étagées, la très ancienne, la plus vieille, puis une moyenne, une plus basse et une plus basse encore aujourd'hui. Voilà comment s'est construit le système des terrasses. Sur les versants, ainsi sculptés par l'érosion, la haute terrasse distribue des galets. Et là, c'est un maquillage redoutable parce qu'on a l'impression, lorsqu'on est sur ces versants, qu'on est sur une terrasse et qu'elle est épaisse. Erreur. Il suffit de gratter un tout petit peu, d'enlever le maquillage des galets, 20-30 cm, et là, on va retrouver les fabuleux sables plus ou moins argileux du tertiaire. Tout le versant nord orangeois, tout le versant est, courtaisan bédaride, est ainsi constitué, les sables affleurent quelquefois directement, ou bien sous un petit maquillage de galets. Ce qui veut dire que le système racinaire n'est pas du tout installé sur ces versants dans les galets et dans la terrasse à galets, mais dans le tertiaire. Et je vous ai dit tout à l'heure, en matière d'apport sur la finesse des tanins, ces sables plus ou moins argileux du tertiaire jouent un rôle considérable. Impact des galets avec leurs argiles associées sur les vins, un impact extraordinaire. On obtient là les Châteauneuf du Pape qui ont ce velouté, cette chair, cette rondeur si appréciée. Alors ces galets, en voilà un ici, on peut le toucher ce galet, il est velouté. Nous aurions la même impression, nous les hommes, en caressant le sein de notre bien-aimé. C'est quelque chose de très doux, de très agréable. Voilà, c'est la même impression sur un galet. C'est du velours tout cela. Et on va retrouver ce velouté, cette chair, cette rondeur dans les tanins. Dans les tanins des vins rouges essentiellement. Et s'il fallait
approcher une comparaison tactile de tissu, c'est évidemment un velours frappé ou un velours au sable que savent si bien faire les manufactures lyonnaises. Voici pour cet aperçu, je ne sais pas si j'ai tenu le temps, Cyril, à peu près, des terroirs de Châteauneuf-du-Pape.